Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Nous sommes ravis à la Cité du Vitrail de vous accueillir pour cet acte 2. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression d'avoir un micro qui tremblote. Non? Bon. D'accord. Je vais essayer de parler vraiment très près du micro. Donc, ce que je vous disais, c'est que nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cet acte 2 du cycle de conférences dédié à l'exposition Notre-Dame de Paris, la querelle des vitraux. Exposition qui d'ailleurs connaît une très belle fréquentation puisque nous sommes à l'heure actuelle à en tout cas à plus de 30 000 visiteurs depuis son inauguration, ce qui est quand même un beau succès. Et fort de ce succès, nous avons décidé de prolonger l'exposition jusqu'en mars 2025. Donc, pour la conférence qui nous occupe ce soir, nous avons souhaité la consacrer à la figure de Valentine Rehr, seule femme artiste du groupement des 12 maîtres verriers, ayant participé au projet des vitraux de Notre-Dame de Paris pour les baies hautes de la nef de la cathédrale. Pour rappeler assez succinctement les étapes de ce projet, en 1935, 12 maîtres verriers, parmi les plus réputés de leur génération, ont sollicité de la part de la commission historique leur aide, ou moins leur aval, pour un projet d'envergure. En réalité, en 1935, ces 12 maîtres verriers étaient en train de travailler à un projet de création de vitraux pour un pavillon qui se tiendra dans l'exposition internationale qui aura lieu en 1937. Et donc, l'idée était pour ces maîtres verriers, finalement, de soumettre à la commission leur avis pour qu'après l'exposition de 1937, les vitraux qu'ils allaient présenter iraient ensuite être accrochés dans la nef de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le projet suit alors son cours. Les vitraux sont bel et bien exposés dans le pavillon en 1937. Et puis, quelques temps avant, quelques temps après, ces vitraux vont être accrochés à titre d'essai dans la nef de la cathédrale. À ce moment-là, à la fin de l'année 1938, début de l'année 1939, ce qu'on va véritablement appeler la querelle des vitraux va éclater, qui est ce moment où opposants et partisans au projet vont s'affronter par voie de presse. Et finalement, malgré la virulence des opposants au projet, donc quoi qu'il en soit, malgré l'approbation de la Commission des monuments historiques en 1939, c'est finalement les événements historiques qui vont donner raison aux opposants du projet. Puisque la guerre arrive, il faut déposer les vitraux qui vont être entreposés dans des caisses. Certains artistes vont venir récupérer leurs œuvres, d'autres non, laissant ces œuvres finalement entreposées dans les tribunes de la cathédrale. Et ce va être le cas de la verrière de Valentine Rehr. Pour autant, l'art et l'importance de Valentine Rehr ne sauraient se résumer aux seuls vitraux de Notre-Dame, puisqu'il s'agit en réalité d'une artiste polymorphe qui s'est essayée aussi bien à la gravure qu'à la peinture murale qu'au vitrail, et qui a joué un rôle fondamental dans la création des ateliers d'art sacré et d'autres ateliers d'art religieux dans cette période. Pour autant, force est de constater que la mémoire du rôle qu'elle a pu jouer dans ces années-là s'est quelque peu effacée avec le temps. Et c'est grâce à un certain nombre d'acteurs qui ont travaillé sans relâche à la valorisation des traces patrimoniales laissées par Valentine Rehr, que ce soit des fonds d'archives, des fonds documentaires, mais aussi des vitraux qui sont restés encore en place dans les édifices, que cette mémoire revient peu à peu. Et au premier rang de ces acteurs, il y a bien sûr les membres de l'association L'œuvre de Valentine Rehr, dont certains membres sont parmi nous ce soir et je m'en réjouis, mais aussi et surtout de l'œuvre de certains chercheurs, historiens de l'art, comme c'est le cas de notre invitée de ce soir, Madame Sotori. Bonsoir, merci, un énorme merci d'être venue jusqu'à nous pour nous présenter justement tout le travail qu'a pu faire Valentine Rehr dans le domaine du vitrail. Et je vous laisse la parole. Bon, l'intitulé de cette intervention, Lumière sacrée et lumière de vie, est repris de l'un des derniers articles écrits par Valentine Rehr, Conditions spirituelles du vitrail d'église, qui est paru dans l'Artisan liturgique en 1938. Donc un article sur le vitrail. Il révèle essentiellement les dimensions spirituelles et théologiques dans lesquelles Valentine, militante passionnée, je l'appellerai Valentine pour faire plus court, si ça vous ennuie pas, militante passionnée du renouveau de l'art sacré, a orienté toute sa carrière
particulièrement dans le domaine du vitrail. Profondément croyante, c'est à l'Église qu'elle destine ses œuvres, ne réalisant pas, à ma connaissance, de vitraux profanes. Mais cette intervention commencera par une petite mise au point, une présentation en fait, des artistes femmes dans une dimension sociologique et de l'histoire de l'art du vitrail de la première moitié du XXe siècle. C'est par ces deux approches que je tenterai de rendre une visibilité à Valentine Reher. Oubliée, comme le disait Madame Voyon tout à l'heure, du récit de la modernité du vitrail, sachant qu'elle était aussi peintre, fresquiste, sculptrice, dessinatrice d'images religieuses, de broderies, de vêtements liturgiques, mais aussi conférencière, auteure de nombreux articles dans diverses revues et liée à deux créations de groupements d'artistes catholiques, l'Arche et les ateliers d'art sacré. L'histoire des femmes artistes est une histoire silencieuse, marquée notamment par leur difficile accès aux académies d'art. L'Académie Julian est la première à ouvrir ses portes aux femmes, mais pas avant 1876, ou l'École des Beaux-Arts, qui l'ouvrira en 1897, mais en réalité en 1903, pour l'atelier de peinture d'Humbert. On peut voir l'image historique et l'image humoristique qui accompagne cette photo. Voilà, des jeunes filles sans pudeur, d'excellentes familles qui passent leur temps à dévisager de sales bons hommes complètement déshabillés. Vous voyez, c'est voilà, un peu l'état d'esprit. Donc, je ne développerai pas l'histoire de l'accès aux académies et aux cours d'art pour les femmes dans cette intervention. Mais heureusement, elle est au cœur de l'actualité depuis ces dernières années. Nombreuses sont les expositions consacrées aux femmes artistes dans tous les musées de France, les journées d'études qui leur sont consacrées, l'important travail des associations d'artistes, comme l'association familiale de Valentine Reher, qui va remettre à l'honneur cet artiste, l'OVR, les associations comme l'AWARE aussi, Archive of Women Artists, Research and Exhibition. Voilà, c'est tout un mouvement, on s'intéresse à l'art de ces artistes femmes aujourd'hui. Il était temps. Donc, on peut se poser la question du vitrail en France au début du XXe siècle. Qui s'occupait de la création et de la restauration des vitraux en France à ce moment-là? Donc, ce sont en général de grands ateliers, parfois fondés depuis plus d'un demi-siècle, comme les ateliers Lorrain, Simon, Gaudin, Gruber, Chigaud, Labouret, Thomas, etc. Et quelle était la place de ces femmes au XIXe et XXe siècle dans le vitrail? On constatera que c'est un domaine largement dominé par les hommes, et ce sont les hasards de la vie, à la mort d'un père ou d'un mari, qui mettent en avant les femmes comme chefs d'entreprise, réalisant occasionnellement des cartons. On peut citer l'exemple de Marie-Françoise Dian, veuve de Nicolas Lorrain, que l'on va rencontrer plusieurs fois dans le parcours de Valentine Reher, qui, à sa mort, à la mort de Nicolas Lorrain, va reprendre l'atelier, le diriger jusqu'à ce que leur fils, Charles Lorrain, le reprenne en 1898. Donc elle signe parfois veuve Lorrain ou simplement maison Lorrain. Il y a aussi la veuve Champignol à Bar-le-Duc, la veuve Boulanger à Rouen, la veuve Petit-Gérard à Strasbourg, les sœurs de Troyer à Reims, les sœurs Mauvernay à Saint-Galmier. Voilà, je peux vous renvoyer aux travaux du Centre Chastel, par exemple, à Paris, et de la revue Le Point Riche, pour ne citer qu'eux, dont on a des représentants ici. La Première Guerre mondiale vient tout bousculer. Elle suscitera des besoins énormes de création de vitraux dans les chantiers de reconstruction d'églises, essentiellement dans le nord et l'est de la France, largement plus de 5000 sites. Donc l'enjeu est très important, et les nouveaux ateliers se créent, comme ceux de Max Saint-Grand, Raphaël Lardeur, Louis Barillet, qui sont d'ailleurs parfois eux-mêmes membres de groupements d'artistes catholiques qui sont nés après la Grande Guerre et qui sont aussi membres de la Société de Saint-Jean, qui est un peu la société mère de tous ces groupements. Et parmi ces groupements, Valentine Reher fera partie de l'Arche et des ateliers d'art sacré, qui tenteront de trouver une place, ce qui ne sera pas chose aisée face à ces ateliers implantés depuis des décennies, très efficaces dans leur prospection, leur organisation, leur implantation géographique et leur savoir-faire. Voilà, c'était une petite présentation pour en venir à Valentine. Ah, attendez. Donc oui, pardon. C'était la photo précédente.
Donc voilà, Valentine qui fait partie à la fois de l'Arche et des ateliers d'art sacré. Vous entendez pas très bien? Ah. Ah, je suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire alors? Sans micro? Bon, alors là, il faut que j'écris. Moi, je suis genre très fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pas fort. Ah bah oui, c'est pas fort. Bah, je peux essayer. Bah non. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous avez rien compris. Ah, je suis désolée. Est-ce que c'est mieux là? Ah, bon. Donc j'ai expliqué dans un premier temps que les femmes avaient peu de place dans le monde du vitrail, qu'elles avaient retrouvé leur place à ce moment-là lors d'un veuvage ou parce que leur frère était mort, des sœurs, voilà. Et que la guerre la Grande Guerre va tout bousculer, créer de nombreux chantiers, des sites de restauration et de construction, et que des groupements catholiques vont essayer de trouver leur place pour créer des vitraux pour ces nouveaux édifices. Alors attendez, je vais faire hop là. Voilà. Donc Valentine Reyre est née en 1889, donc elle a 11 ans au début du siècle. Éduquée à l'art par son père, qui lui fait très tôt visiter de nombreux musées en France et à l'étranger, elle est initiée dès l'âge de 7 ans à la peinture par un ami de ses parents, Gustave-Henri Collin, un élève de Constantin Dutilleux qui enseignait à l'Académie Julian et avait participé en 1874 à la première exposition des impressionnistes. À Senlis, où sa famille déménage en 1902, elle se familiarise avec des différentes techniques de la gravure et étudie le piano tout en s'initiant à la philosophie. Donc Valentine Reyre montre très jeune un talent précoce. Formée aux pratiques du sculpteur Antoine Bourdelle et de Lucien Simon et des peintres Lucien Simon et Georges Desvallières, dont elle est l'élève à l'Académie de la Grande Chaumière, elle est admise à la Société de Saint-Jean en 1912, un an avant son premier envoi, l'automne au Salon en 1913. Donc à la Société de Saint-Jean, elle retrouve les porte-flambeaux du renouveau de l'art sacré, dont Maurice Denis, peintre théoricien des nabis, célèbre entre autres pour sa définition d'un tableau, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs dans un certain ordre assemblé. Définition que l'on retrouve dans de nombreux ouvrages d'histoire de l'art encore aujourd'hui. Donc, elle emprunte de nombreuses aptitudes à Maurice Denis. Leur similitude frappera le père Arnaud Daniel, qui la soulignera en 1936 dans son livre « L'art religieux moderne ». Je cite, « Mademoiselle Valentine Reyre rappelle Maurice Denis par la diversité de ses dons, de son activité prodigieuse. Comme lui, elle a le sentiment de la fresque et le culte du vitrail. À son exemple, elle manie volontiers la plume, mais sa forme d'esprit la porte plutôt vers la philosophie et l'apologétique. Tout intéresse sa curiosité d'ordre supérieur, tout est matière à son dévouement au catholicisme, imagerie, illustration, maquette de sculpture, projet décoratif. » Donc voilà un exemple d'image pieuse réalisée par Valentine Reyre. D'une génération plus jeune que ses maîtres, Valentine Reyre est proche de leur fille aînée. Comme Noël Denis, fille de Maurice Denis, qui est spécialiste d'archéologie chrétienne et d'histoire de la liturgie, comme elle suit des cours de philosophie scolastique à l'Institut catholique de Paris. Elle partage son intérêt pour la somme théologique de saint Thomas d'Aquin et les travaux du philosophe Jacques Maritain. L'amitié de Sabine Desvallières, fille de Georges Desvallières, qu'on voit à gauche sur cette image, élève de Blanche Horry-Robin en broderie d'art, l'amitié de Valentine et de Sabine Desvallières durant la guerre rapproche leurs deux familles. Ensemble, les deux jeunes femmes participent aux expositions et aux concours d'art liturgique organisés en 1916 et 1917 au Musée des Arts décoratifs,
au profit de l'œuvre de secours aux églises dévastées des régions envahies où elles sont primées. Donc vous voyez déjà l'intérêt de ces jeunes femmes pour ces églises dévastées. Ayant fait la connaissance de Maurice Thorez, architecte de la chapelle de l'école des Roches à Verneuil-sur-Avre, chez Maurice Denis, à Saint-Germain-en-Laye, toutes deux s'impliquent dès cette époque dans les projets de Maurice Thorez et dans la genèse de l'Arche. Alors, pétri des écrits de l'abbé Marot, Imagerie et art catholique, paru en 1913, et de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, des théories de Maurice Denis, elle se rapprochera plus tard de Gino Severini, ce qu'on verra par la suite. Très marquée par les horreurs de la guerre, de la Grande Guerre, elle rapporte d'un séjour à Senlis en septembre 1914 des croquis qui sont utilisés par l'œuvre des églises dévastées et dont certains illustreront l'ouvrage Terre de Lorraine de Maurice Barrès. De retour à Paris, elle mène une intense activité associative. Elle crée l'association des étudiants de l'Institut catholique en 1917, les cercles thomistes féminins en 1920. Elle soutient une thèse de doctorat de philosophie intitulée Règles de vie morale à l'Institut catholique de Paris et entre dans le tiers-ordre dominicain en 1921. C'est un tableau conservé au musée de Boulogne-Billancourt. Menant une double carrière de peintre décorateur et de peintre verrier, elle laisse à sa mort en 1943 des œuvres dont toute sa vie, elle donnera des conférences sur l'art, la liturgie, la morale à travers la France, qui seront parfois suivies de commandes et souvent sujets d'articles, environ 70 recensés à ce jour, dans la Revue des Jeunes, l'Artisan liturgique, l'Humaine, les cahiers de cercle thomiste féminin. Menant une double carrière de peintre, décorateur et de peintre verrier, elle laisse à sa mort en 1943 des œuvres dans plus d'une trentaine d'édifices religieux. Mise en valeur à l'exposition Le temps des chantiers en 1920-1940 du musée des années 30 en 1992, Geneviève et Henri Taillefer, à la demande de sa famille, lui ont consacré 3 hors-série des cahiers du Tau l'année suivante. Donc vous voyez, en 1993, qui fait déjà un certain temps. Il n'existe pas encore d'inventaire complet de ces créations, mais l'association familiale s'attache à organiser son important fonds d'archives qui est conservé en province et auquel j'ai pu accéder, véritable mine d'informations. Et je tiens à remercier la famille Reher pour son accueil et son aide. Trop peu d'études lui sont encore consacrées. On peut quand même citer l'étude de Yves-Jean Rioux et de Jean-Charles Capronier, sur laquelle je m'appuierai tout à l'heure, qui parle de la première réalisation de l'Arche, la chapelle des morts des Aubiers. On va voir très vite. Et l'étude d'Evelyne Sigoyot sur ces images pieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Wisques. Mais trop peu d'études lui sont consacrées. Donc je remercie la Cité du Vitrail de me donner l'occasion de la présenter. Dès 1917, Valentine Reher participe activement à la fondation du groupement de l'Arche, initié par l'architecte Maurice Thorez, qui en a trouvé le nom, l'emblème et la devise. L'Arche, c'est l'ordre, c'était sa devise. Dès 1915, il avait trouvé ça très tôt, donc pendant la guerre. Elle le rencontre chez Maurice Denis. Avec lui et ses amis, la brodeuse Sabine Desvallières, l'orfèvre Luc Lanel, les architectes Jacques Droz et Maurice Brissard, elle partage les mêmes vues sur la nécessité d'un retour à l'ordre dans le domaine des arts. Dès l'origine du groupe, Maurice Thorez reste rattaché à la Société de Saint-Jean sous la direction de Maurice Denis, qu'il choisit pour chef de file. Voilà, c'est très hiérarchisé. Et il s'intéresse à la réorganisation professionnelle. C'est l'objectif majeur de sa démarche pendant cette période de guerre. Donc, en fait, voilà, il pense à la suite, comment s'organiser après-guerre. Et tous les membres partagent le même désir de restaurer dans l'art catholique une doctrine artistique afin d'exécuter des œuvres collectives. Et ils reconnaissent, je cite, la subordination de tous les arts à l'architecture, ce qui est très important par rapport aux ateliers d'art sacré qu'on va voir tout de suite. Et ils souhaitent former un noyau solide d'artisans et d'artistes catholiques travaillant dans la même direction esthétique
Ceci en réaction à l'art sulpicien qui florissait à cette période, en fait. Donc, soumis à une vie religieuse exigeante, ceux-ci sont tenus d'assister à des messes, des exercices religieux, des conférences au cours desquelles d'excellents théologiens dispensent un haut enseignement chrétien spécialement ordonné à l'art et à la vie des artistes. Donc, plusieurs d'entre eux ont reçu une solide formation philosophique et théologique, comme Valentine Reyre, comme vous l'aurez compris, et comme beaucoup de leurs confrères, ils s'inspirent de l'esthétique thomiste. Se refusant cependant de tourner le dos à l'art ancien, sans pour autant le copier, mais pour le comprendre et lui demander non des formules, mais des principes. Voilà ce qu'ils écrivent. Ils n'en restent pas moins ouverts à la modernité. Les artistes de ce groupement s'engagent avant tout à pratiquer un art honnête, sincère et lisible par tous. Donc, tandis que Valentine est une cheville ouvrière de ce groupement de l'Arche, elle s'investit en même temps dans la création des ateliers d'art sacré dont Georges Desvallières avait le projet depuis plusieurs années. Et au lendemain de la Grande Guerre et après la mort de son épouse, Maurice Denis accepte la proposition de ce dernier de créer une école supérieure d'art sacré, donc destinée au départ à des artistes qui avaient déjà une formation initiale de beaux-arts. Donc Valentine est la seule femme artiste actionnaire de ces ateliers. Elle sort de son expérience à l'Arche, elle contribue aussi bien à l'élaboration des statuts des ateliers d'art sacré, la gestion des finances, l'organisation de l'école, sa publicité. Elle est partout à la fois, bousculant Maurice Denis, affecté par son récent veuvage, qui écrit à Robert Boulet « Mademoiselle Reyre a beaucoup plus de sens pratique à elle seule que nous tous réunis. Laissez-la faire et en attendant, travaillons. » Voilà, donc nommée administratrice, elle est une collaboratrice de Denis. Active secrétaire qualifiée d'âme véritable de l'Arche, collaboratrice de Maurice Denis, Valentine se ferait un chemin singulier dans le domaine de l'art catholique, s'appuyant sur ces deux groupes au but commun, travailler pour l'Église, mais aux esprits très différents. Très vite, elle se révèle être le pont entre les deux groupes. Et si elle s'épanouit au sein de l'Arche, comme en témoignent les nombreuses commandes souvent réalisées en collaboration de compagnons, dans un travail stimulant de recherche et d'échange, elle quitte les ateliers d'art sacré dès 1925. Les trop rares commandes qui leur sont adressées renvoient à l'absence voulue d'ateliers d'architecture et à la question de la soumission des arts à celle-ci. Postulat initial de l'Arche. Voilà, l'Arche qui accepte des architectes qui apporteront des commandes et qui vont du coup inviter les artistes à travailler à leurs commandes. Donc, elle va quitter les ateliers d'art sacré en 1925, en même temps que certains compagnons de la première heure pour se consacrer à l'Arche. Donc, aux ateliers d'art sacré qui sont inaugurés le 5 novembre 1919, les femmes représentent les 2/3 des effectifs, comme on peut le voir sur ce tableau de Marie-Rose Fouque. Les ambitions concernant le vitrail sont très importantes aux ateliers d'art sacré. Maurice Denis, qui a davantage théorisé ses positions en la matière que Georges Desvallières, considère cet art comme le génie de l'art français au Moyen-Âge. Il est cependant menacé de sclérose par son industrialisation, les pratiques du pastiche, du vitrail tableau, de la vente sur catalogue ou par l'esprit saint-sulpicien. Donc la création du vitrail aux ateliers d'art sacré doit donc être un véritable outil pour sauver le vitrail aux yeux de Maurice Denis. Cet atelier doit contribuer à lui faire retrouver une véritable authenticité, une vitalité inspirée du Moyen-Âge, comme on peut voir sur cette diapo. Dans les faits, l'atelier du vitrail, qui sera dirigé par Marcel Poncet, peintre verrier suisse, n'est en réalité qu'un atelier de carton de vitraux qui se confond avec l'atelier de peinture et qui n'a pas les moyens techniques de fabriquer des vitraux. Et donc ce manque sera comblé quand même par deux femmes que je tiens à citer, vous présenter ce soir. Donc Marguerite Huret, qui va créer son atelier de vitrail en 1920,
Et puis, Pauline Peunier, l'épouse de Jean Hébert Stevens, tous deux vont créer leur propre atelier en 1924, donc sous la forme de petites unités, à la fois indépendantes et en lien avec les ateliers d'art sacré. Et ce sont les seuls ateliers de vitraux attachés aux ateliers d'art sacré. Il n'en existe pas d'autres. Donc, vous l'avez compris, Valentine Rehr est collaboratrice de Maurice Denis, elle s'est très impliquée. Et donc, elle écrira « En l'absence de Monsieur Denis, j'ai surveillé les apprentis lors de l'exécution des grisailles du vitrail de sa Vierge au baiser pour sa chapelle au prieuré. » Donc, vitrail que l'on peut encore voir à Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est aux ateliers d'art sacré qu'elle va commencer à mettre la main à la pâte et à découvrir le vitrail à se former au contact d'autres peintres verriers et maîtres verriers, vraiment en mettant la main à la pâte. En 1919-1920, elle expose au pavillon de Marsan, à la fois dans la chapelle des ateliers et dans celle de l'Arche. Et elle présente, entre autres, un carton, la descente de croix, de sa première commande de vitrail destinée à la chapelle des morts de l'église de Nueil-les-Aubiers, dans les Deux-Sèvres. Voilà. Donc, le numéro de la revue Les Arts, la vie et les arts liturgiques consacre son numéro d'octobre au tout jeune groupe de l'Arche, alors que ses statuts ne sont pas encore établis. Et Valentine, encore pétrie des théories de Maurice Denis, y présente dans un article non signé la peinture religieuse. On retrouve vraiment les théories de Maurice Denis qu'elle retravaille. Mais voilà. Donc, je vous renvoyer l'étude de Yves-Jean Rioux et de Jean-Charles Capronier, la première réalisation de l'Arche, la chapelle des morts des Aubiers, parue dans Le Point Riche, qui fait un travail très exhaustif et une présentation très intéressante de cette chapelle. Donc, après la lecture de la revue, donc La vie et les arts liturgiques, dans laquelle il apprend la création de l'Arche, l'abbé Coinet, ami des arts, curé des Aubiers dans les Deux-Sèvres, a très vite le désir de lui confier la décoration de sa chapelle des morts de la guerre de 1914-1918 dans son église Saint-Mélène. Et durant 6 mois, il doit convaincre son évêque du bien fondé de l'installation d'un monument aux morts dans une église. Donc je tiens à dire que ces informations, je les ai trouvées dans le fonds Valentine Rehr, le fonds d'archives, et qui est vraiment, comme je vous le disais, une mine d'informations et qui est un dossier important suivant les chantiers. Et ici, c'est assez bien documenté. Il y a toute la correspondance entre Valentine Rehr et l'abbé Coinet qui est conservée. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir suivre l'évolution pas à pas de ce projet. Donc pendant 6 mois, l'abbé Coinet va correspondre discuter avec son évêque, et qui regrette la confusion de la religion du pays avec la religion, les morts pour la patrie avec les martyrs pour la foi. Et dans une longue lettre à Valentine, l'abbé Coinet reprend ces échanges épistolaires passionnants avec son évêque. L'abbé va offrir un premier chantier d'aménagement d'une chapelle à ce tout jeune groupe, qui est une décoration sans doute la plus fidèle aux idéaux des membres de l'Arche, dont Valentine Rehr, Henri Charlier et Fernand Pie vont participer, qui procéderont suivant les directives de 2 architectes, Jacques Droz et Charles Sanlaville. Donc Charles Sanlaville, qui est auteur de plusieurs monuments aux morts avec Valentine Rehr dans les églises d'Ambérieux et de Voc, dessine les plans de cette décoration composée d'une peinture murale que vous voyez en face de vous, et de 3 vitraux et d'une dalle funéraire gravée sur le côté. À gauche, la liste des morts encadre un enceau pratiqué dans la muraille où repose un gisant, ce que vous pourrez voir à gauche, qui est surmonté d'un vitrail, la descente de croix, qui est posée en 1921. Et cette grande peinture, le Sacré-Cœur au secours des soldats et des familles, surmonte l'autel. C'est une toile marouflée de 12 mètres carrés qui est confiée à Valentine, sujet qu'elle avait déjà traité en 1917. Donc un grand Christ couronné d'épines occupe le centre de la composition, sur un fond de paysage rural,
la Vierge tente de consoler des familles endeuillées. Un ange porte devant lui le corps inerte d'un soldat mort, tandis que Jeanne d'Arc, casquée, vêtue d'une armure, sous un manteau rouge, accueille 2 soldats à la sortie d'une tranchée. Donc, comme je vous le disais, vous retrouverez l'étude détaillée dans l'article de Jean-Charles Cavronnier d'Yves Jean Rioux pour Le Point Riche de juin 2018. Et de fait, force est de constater quand même que c'est l'une des premières grandes décorations religieuses confiées à une femme après-guerre. Et il faudra toute la détermination de son commanditaire, l'abbé Coinet, qui en véritable maître d'œuvre gère les finances, suit son chantier pour mener à bien ce projet en 4 ans. Et même s'il se présente comme un profane, l'abbé Coinet n'hésite pas à donner son avis, à poser des questions sur le travail de Valentine et se plaint d'être le maître d'œuvre de ce chantier qu'il est le seul à pouvoir coordonner sur place. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs chantiers d'église. En fait, c'est le curé qui est sur le lieu, qui coordonne le chantier, qui fait l'office de maître d'œuvre. C'est lui qui relance souvent les architectes, les artistes. Et je pense que parfois, ils ne s'attendaient pas à avoir une telle mission, que cette mission leur incombe à ce point, parce qu'ils cherchent aussi à financer les travaux, font appel à leurs paroissiens et ils gèrent l'argent. Donc voilà. À la demande du curé, Valentine introduit des citations latines que l'on ne voit pas très bien, mais de part et d'autre de sa toile. Et l'artiste gardera cette idée comme une nécessité. Dans toutes ses œuvres religieuses futures, peintures murales et vitraux, des références trouveront leur place dans la composition, rappelant sans cesse la soumission de l'image au texte. Pour elle, le but de l'artiste chrétien est, je cite, « d'exprimer dans un beau langage notre foi, le dogme et la liturgie suffisante à guider l'artiste ». Voilà ce qu'elle écrivait à l'époque. L'accord se fera de nouveau entre l'art et la religion. L'un est fait pour servir l'autre. Ça, c'est quand même une question aussi qui reste encore aujourd'hui, auquel on peut réfléchir. Donc la chapelle du Sacré-Cœur, qui dit aujourd'hui chapelle des Morts, est inaugurée le 19 mars 1922. A priori, toutes les œuvres sont en place, enfin au moins les 3 premières. Donc Valentine a réalisé ce premier vitrail. Donc comme le carton a été exposé en 1919-1920 au pavillon de Marsan, c'est le père Coinet qui va demander à Valentine de se rapprocher de Charles Lorrain, qui avait déjà travaillé pour lui dans l'église de Nueil. Donc une baie à 2 lancettes rappelle la descente de la croix qui éclaire la chapelle, donc est posée en 1921. Et ce vitrail est présenté par la Société de Saint-Jean au pavillon de Marsan en 1920, juste avant d'être posé. Donc, au-dessus, dans la partie qu'on ne voit pas, il y a la couronne d'épines. Et là, on peut voir sur la photo le Christ enveloppé dans son linceul, qui est descendu de la croix, Jean de dos, et la Vierge à ses côtés, Marie-Madeleine à ses pieds. Donc, on peut voir que le dessin est encore assez rond, des arabesques qui rappellent encore le style de Maurice Denis et des ateliers d'art sacré. Donc, l'abbé Coinet a demandé à Valentine de se rapprocher des ateliers lorrains, qui est donc une manufacture de vitraux très, très active et qui travaille depuis 1863 à Chartres. Donc, Charles Lorrain, lui, réalisera des œuvres dans la ligne de son père qui était Nicolas Lorrain, qui a fondé l'atelier. Et jusqu'à sa mort, il travaillera avec des artistes réputés comme Valentine, avec qui il réalise de nombreuses œuvres pour des édifices religieux en particulier. Il avait la chance d'avoir un directeur artistique, M. Piedbourg à Paris, qui a été une cheville ouvrière très appréciée des artistes. Son fils François Lorrain reprendra le relais à son tour et elle l'adaptera au goût du XXe siècle. Et aujourd'hui, les archives Lorrain ont été reprises par la ville de Chartres. Et donc, il y a un inventaire très, très précieux qui est en cours des documents, des archives de l'atelier.
Mais la commande va évoluer. Il y aura deux vitraux qui arriveront fin 1927, qui seront réalisés en 1927 et placés mi-octobre 1928. Et la correspondance est malheureusement plus lacunaire, mais je n'ai pas trouvé de réponse quant à la genèse de ce vitrail très original, comme vous voyez à droite, Jésus chassant les vendeurs du temple, titre donné par Laurin. Il était question au départ d'un vitrail représentant l'imposition des mains. On ne sait pas comment est venue cette idée. C'est un sujet peu vu. Et d'ailleurs, le Léquanais, le trouvant embarrassé par ce Christ qui a quand même un geste, vous voyez, il tient sa corde prêt à se frapper, saura déplacer la verrière. Et à côté, on a le baptême du Christ, avec la colombe, Saint Jean-Baptiste, et un ange devant, le Christ dans le Jourdain. C'est une représentation assez classique, mais déjà d'une facture un petit peu différente. Donc je vais y revenir un peu plus tard. Et donc vous voyez, on est déjà en 1927-1928. Voilà. Donc Valentine va recevoir la commande, je ne sais pas comment, de vitrail, parce qu'on n'a pas retrouvé d'archives à ce sujet, pour l'église Saint-Romain de Lucenay-les-Aix. A priori, la commande devait être plus importante, mais tout n'a pas été réalisé. Et l'abbé Guillaume Tramson, avant de quitter sa paroisse de Lucenay-les-Aix, a écrit dans l'Écho de Lucenay, en 1923, « Les vitraux placés primitivement aux fenêtres de l'église de Lucenay, au moment de sa construction, étaient de si mauvaise qualité qu'au bout de peu de temps, leurs couleurs, mal cuites, se sont effacées. Et ces pauvres vitraux d'étain inspirèrent dès lors une telle pitié qu'on décida de les remplacer. Cela, toutefois, ne pouvait se faire que petit à petit, la dépense nécessaire à cette réparation étant trop importante. » Et donc, il annonce la venue d'une baie offerte par une lucénaise charitable. Et donc, on peut penser qu'il s'agit, vu les dates, qu'il s'agit de ce vitrail Saint-Louis réalisé par Valentine Reyre. Et il continue dans son article sur ces grisailles. Il avait demandé des grisailles hautes et dont il n'était pas satisfait. Et cet artiste qu'il ne nomme pas lui propose 2 autres grisailles, mais pour une somme de 700 francs chacune, et lui n'a que 300 francs. Donc il demande un complément, et peut-être à l'occasion d'un mariage, on pourrait me laisser un peu d'argent pour réaliser ces 2 vitraux qui sont dans les parties hautes de la nef. Voilà, alors ce qui est intéressant aussi à regarder, ce que je propose, c'est de le regarder, ce Saint-Louis, et de le comparer avec celui de Maurice Denis dans sa chapelle du prieuré à Saint-Germain-en-Laye. Et il me semble qu'on y retrouve des similitudes dans le dessin, dans la représentation de Saint-Louis assez classique. Et Maurice Denis avait à ce moment-là une définition du vitrail toute neuve pour lui, parce qu'il expliquait qu'il avait travaillé en France avec des artistes qui ne lui avaient pas apporté tout ce que les artistes suisses qu'il va découvrir lors d'un chantier à Genève. Et ces artistes vont lui faire découvrir que le vitrail est un diamant dont il faut multiplier les facettes, ou plutôt une mosaïque de pierres précieuses qu'il faut enchâsser dans le gris et le sombre pour mieux les faire valoir. C'est la définition, et c'est à Genève qui dit avoir appris ce qu'est un vitrail moderne, conforme à la tradition des maîtres verriers d'autrefois, en même temps qu'il est moderne. Et donc c'est lui qui va faire venir Marcel Poncet, cet artiste suisse, pour ses ateliers d'art sacré à Paris. Et Valentine Reyre, au même moment, va reprendre un article sur le vitrail dans l'Almanach catholique, et elle insistera sur la composition du carton, le choix des verres, la mise en plomb, les ressources de la patine, les dangers de l'émail, l'utilisation de l'arabesque générale et la clarté de la composition des noirs donnés par les plombs.
l'attention à conserver au vitrail son caractère de mosaïque de verre coloré et donnant point faire un tableau à travers les traditions des grands artisans verriers des XIIe et XIIIe siècles. Et elle fait référence à Viollet-le-Duc, qui fut le premier à redécouvrir en étudiant les vitraux de nos cathédrales avec une intelligence qualifiée de divinatrice. Voilà. Donc, telle était la position de Valentine en 1902-1923. Arrive en 1925 l'exposition internationale au musée des arts décoratifs, pour laquelle la Société de Saint-Jean fait édifier sur les plans de Jacques Droz, donc Jacques Droz qu'on a déjà vu, déjà entendu, que j'ai déjà cité pour Nueil-les-Aubiers, qui est architecte de l'Arche et qui, là, est tout jeune architecte de l'église Saint-Louis de Vincennes. Et c'est lui qui réalise les plans de l'église du village français. Et il répartit la décoration entre les différents groupes d'artistes, Société de Saint-Jean, les ateliers d'art sacré, les catholiques des beaux-arts, l'Arche et les artisans d'hôtel dans ce même projet. Et l'Arche est chargée du clocher et des façades extérieures et intérieures. Et c'est avec l'Arche que Valentine contribue à l'exposition et elle est chargée de la rosace et du mur intérieur au-dessus de portes. Il y a des médaillons octogonaux qui sont donnés à Vladimir Polasilev. Donc ici, la rosace comporte 8 panneaux rayonnants autour d'un panneau central et dans lesquels il représente les différents ordres d'habitants de la Jérusalem céleste autour du couronnement de l'humble Vierge Marie, la Sainte Trinité. 8 écoinçons rappellent des images tirées des Écritures et que l'Église applique en louange à la Sainte Vierge. Si la peinture translucide rappelle la vie éternelle, Valentine écrit « La peinture opaque faite sur le mur évoque le grand passage, celui que Saint Jean a entrevu dans son Apocalypse. » C'est pour ça que sur les murs, elle va évoquer les anges de l'Apocalypse. Aujourd'hui, cette composition a disparu et on ne peut malheureusement pas la voir. Le vitrail est exécuté avec Lorrain, une fois encore, mais on a la chance d'avoir retrouvé dans les archives de l'OVR l'esquisse à droite, qui est très bien reprise, dont la description dans la revue des jeunes est tout à fait semblable à cette esquisse. Et on peut constater que déjà, on voit apparaître un style dans ce vitrail qui est différent de ce que Valentine a donné précédemment. Et c'est Maurice Brion qui va l'exprimer dans un article en disant que Valentine a fait, je cite, une rosace polygonale, si ces mots ne jurent pas entre eux, divisée en compartiments pareillement rigides. L'effet décoratif est excellent et le parti pris nécessaire. Toute la construction montrant non des courbes, mais des lignes droites et des arêtes vives, ce qui est d'ailleurs une tendance de l'architecture moderne, figurant le couronnement de la Vierge exécuté par l'atelier Lorrain. Donc on peut se poser la question de cette évolution stylistique que l'on sent là, même si malheureusement on n'a pas de photo de cette rosace, si cette évolution ne viendrait pas de sa lecture du livre de Gino Severini, qui a écrit un livre du cubisme au classicisme, esthétique du compas et nombre, paru chez Poloski en 1921. Donc Gino Severini, qu'elle a rencontré en 1923, de 6 ans son aîné, est un représentant du mouvement futuriste italien. Elle le rencontre par l'intermédiaire de Storès, qui va lui donner ce livre à lire. Gino Severini était installé à Paris, il avait fréquenté l'avant-garde parisienne, et donc c'est italien et faisait partie du groupe futuriste. Et il va avoir une exposition à Londres en 1913, et à partir de 1920, il va se consacrer notamment à l'art sacré et à la mosaïque. Donc il publie son livre, et en même temps que Maurice Denis publie ses nouvelles théories, vraiment dans une période très, très, très proche. Et
et dans ce livre, il va chercher à construire la pratique de la création artistique sur des bases solides, scientifiques, aussi bien pour les lignes que pour les couleurs. Donc, par exemple, il respecte Gauguin, mais regrette de n'avoir pu s'appuyer sur eux à cause de leur désordre et insuffisance. Il lit avec intérêt l'esthétique de Beuron, donc du Perlens, où le problème de la création artistique est reconduit à ses origines du nombre de l'enseignement des Égyptiens. Mais il regrette que tout ceci ne soit pas basé sur une base scientifique nettement énoncée. Donc lui même le livre de Maurice Denis aussi, qu'il trouve très intéressant, mais esthétiquement, c'est très esthétique et pas assez théorique. Donc il cherche à clarifier les limites et les intentions pour se baser sur quelque chose de concret. Donc, Valentine va lire cet ouvrage et va être particulièrement intéressée sur le passage sur le triangle qui, à la base des rapports proportionnels, le triangle égyptien, le triangle des pyramides, 3, 4, 5, le triangle symbole du macrocosme. C'est une figure simple qui peut se multiplier sans paraître répétitive et dans laquelle la symétrie est applicable. Donc, cette figure, et je cite Severini, une des figures les plus importantes pour la construction, et lui aussi considère l'architecture comme la mère de la peinture et de tout l'art plastique pour construire vraiment. Donc il dit qu'il faut oublier momentanément le côté représentatif et la peinture pour ne voir que la construction. En d'autres mots, pour faire un compotier, il faut oublier le compotier et ne voir qu'un cube. Donc voilà, se basant sur des théories proches du cubisme, c'est pour ça qu'il intitule son livre du cubisme au classicisme. Et ces théories vont emballer Valentine Rehr. Elle va le rencontrer d'ailleurs, puisque l'abbé Gabriel Sarraute va lui demander de lui venir en aide et de le présenter aux ateliers d'art sacré dès 1923. Donc on va retrouver le triangle dans le son de nombreux de ses vitraux, dans ses compositions. Ça va être un apport très important pour l'art de Valentine. Et Severini, qui se décrivait comme, je cite, assoiffé d'absolu, dont l'ambition est d'être un simple mais authentique chrétien, ne pouvait que plaire et correspondre aux aspirations de Valentine. Donc voilà, c'est ça qui me paraissait aussi important, c'est la rencontre de Valentine avec Gino Severini, et qui en fait a marqué de nombreux artistes. Donc en 1925, après l'exposition internationale, Valentine va être appelée par Auguste Perret, en second choix, comme je tiens à le préciser, ce n'était pas le premier choix d'Auguste Perret, pour décorer l'église de Montmagny. Vous voyez qu'il y a un petit air du racisme. Puis, elle va être invitée par le supérieur du grand séminaire de Cambrai, dit de la route de Solesmes, à venir travailler à la restauration de sa chapelle. On voit sur la gauche, donc sur la photo, avant l'intervention de Valentine. Donc après des hésitations sur les sujets, des 6 vitraux du chœur, ils hésitaient entre le sacrement et les ordres, puisque c'est une chapelle de séminaristes. Valentine a mis au point une structure de vitraux, commence par travailler par les bordures et se laissant l'opportunité de modifier les médaillons sans trop. Voilà, tout devait être posé pour les tessures. Donc elle va travailler avec Charles Lorrain. Donc là, ce dossier est assez documenté, c'est pour ça que je me permets de vous le présenter. Donc des premières esquisses pour les vitraux du grand séminaire qui sont conservées par l'OVR sur des calques. On voit la communion de la Vierge, l'Eucharistie. Les archives de Lorrain à Chartres conservent aussi ces esquisses qui lui ont été transmises et qu'il va interpréter très fidèlement.
Sur le carnet, il est noté que c'était terminé le 25 août 1926. Donc voilà la réalisation, ce que réalisera Valentine, donc une peinture murale derrière l'autel avec deux sculptures de Fernand Pie et des vitraux, un ensemble de vitraux qui seront réalisés progressivement pendant plusieurs années jusqu'en 1935 sur les conseils de Valentine en lien avec le supérieur du grand séminaire. Donc Valentine, je vous montre ici les photos du Rassis parce que Valentine, dans sa progression, va reprendre l'idée d'une progression colorée comme au Rassis pour placer ses vitraux de part et d'autre de la nef et du chœur. Donc en fait, le thème retenu sera le thème des sacrements, des ordres, pardon, excusez-moi, des ordres pour le chœur. Et donc, elle va composer 3 travées. La travée bleue de la foi pour les ordres mineurs, le portier et le lecteur, l'exorciste et l'acolyte, donc ici qui ne sont pas représentés. Et la travée verte de l'espérance, le sous-diacre et le diacre, donc celui qui est à droite, en bordure de renard et de raisin. Puis la travée rouge de la charité, donc vous voyez les 3 vertus théologales pour aller vers l'autel, l'évêque à gauche et le prêtre à droite, qu'on peut voir ici devant nous, le prêtre à gauche et l'évêque au centre, rouge. Alors, les bordures ne correspondent pas ni les couleurs ne correspondent, sans doute parce qu'en fait, ces vitraux ont été démontés, la chapelle est désaffectée aujourd'hui, et ces vitraux ont été transportés. Peut-être y a-t-il eu des modifications, je ne sais pas. Donc, Valentine a aussi réalisé des images pieuses, donc le diaconat et le sous-diaconat, pour vous montrer ce qui nous manque comme image. Et puis mettre en lien les maquettes donc retrouvées dans l'atelier Lorrain avec les réalisations des vitraux conservés pour le grand séminaire de Cambrai. Donc, vous voyez, vous avez vu ici quand même l'apparition de ces vitraux blancs. Donc en 1924, Louis Barillet et son atelier vont exposer au Salon des artistes décorateurs un vitrail Les Anges Adorateurs avec des vitraux blancs et des vitraux très modernes qui ne sont pas à l'inverse des verres qu'elle utilisait, en général des verres... en tout cas, Valentine utilisait des verres sur le mode antique. Ici, ce sont des verres modernes qui sont vermiculés, qui sont électriques, qui laissent passer la lumière, justement. C'est pour le choix de ces vitraux blancs qui contribuent à un meilleur éclairage intérieur. Des verres qui sont marbrés, chenillés, vermiculés, opalisant, et qu'elle va utiliser elle aussi, comme on peut le voir ici, pour ses vitraux. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'Arche accepte aussi de mêler des techniques modernes à des techniques plus classiques, et afin de donner une plus grande richesse par la diversité des matières. Donc, ici, des verres modernes mélangés à des verres plus traditionnels, car elle ne veut pas séparer les arts. Elle collaborera donc à cette grande chapelle jusqu'en 1935, le supérieur du grand séminaire, lui réservant des fonds très régulièrement pour poursuivre la décoration de tout l'ensemble, aussi bien de la sacristie, du couloir. Là, ici, on a le tabernacle de la chapelle. Elle va même réaliser un chemin de croix et un dessus de porte au-dessus de la sacristie. Alors aujourd'hui, voici les vitraux qui restent, qui sont conservés, qui ont été sauvés parce qu'en fait les fresques ont été badigeonnées avec une peinture qui visiblement qu'on ne peut pas enlever, donc on ne la retrouvera pas. Et donc ces vitraux ont été sauvés et replacés
dans l'église Notre-Dame de Lourdes de Rayencourt-Saint-Ol. Et l'inauguration a eu lieu en 2002. Voilà, dans la nouvelle église que vous pouvez voir là. Oui, ils ne sont pas mis à leur avantage, je trouve, personnellement. C'est un petit peu dommage, mais on est content de les avoir et qu'ils aient pu être sauvés. Voilà. Donc déjà à cette époque, Valentine mettait vraiment la main à la pâte à ces vitraux. Elle accompagnait les ouvriers de Lorrain. Elle était là lors de réalisations très techniques, donnant des maquettes très précises, des mises au carreau. Elle a beaucoup appris, elle s'est beaucoup investie, et même dans l'atelier Lorrain, elle était là derrière et très présente. Je vais montrer rapidement pour vous montrer un peu un autre style des œuvres de Valentine. Ici, donc dans l'église de Fontaine-Notre-Dame, l'église Saint-Martin, elle va réaliser la grande fresque que vous voyez en face, et elle va participer à toute la décoration et réaliser toutes les vitreries, toutes les ferrières. Et ici, au-dessus de l'autel, donc un motif plutôt géométrique et coloré, qui sera qualifié de verrière de style art déco. Et pour toute l'église, elle avait pensé à des vitraux en mosaïque de verre aux dessins variés. Je cite, « Ils seront uniquement blancs et fumés et mettront une parure de givre hivernale aux fenêtres de la nef et du transept et laisseront pénétrer abondamment la lumière. » Donc c'était un sujet à l'époque de savoir s'il fallait garder les églises dans la pénombre ou bien apporter de la lumière. C'était l'arrivée de l'électricité aussi. D'ailleurs, à un moment, Valentine n'était pas pour cet éclairage qu'elle trouvait trop important. Et puis, voilà pourquoi elle propose aussi des verrières plus claires pour pouvoir lire son bréviaire et puis pouvoir participer à la liturgie plus pleinement. Donc, elle va demander à un maître verrier local, Léon Lecourt, de réaliser tout cet ensemble de vitraux. Malheureusement, il y a une partie des verrières de la nef toutes les verrières de la nef ont disparu. Il ne reste plus que ces petites fenêtres au-dessus de l'abside et des absidioles. Elle va être aussi appelée au chantier de Sainte-Pudancienne à Châlons-en-Champagne, Châlons-sur-Marne autrefois. Donc, au moment du développement du quartier du Petit-Fanière et à l'arrivée du chemin de fer, une nouvelle paroisse indépendante est créée dans le quartier populaire de Châlons-sur-Marne, qui a besoin d'une église plus importante. Donc, les travaux débutent en 1927 sur les plans de l'architecte Étienne Eugène Salé. Donc, Valentine a 40 ans lorsqu'elle commence ce chantier. Sainte-Pudancienne était une sainte romaine, fille du sénateur Prudence, qui, selon la tradition, aurait reçu Saint-Pierre en sa maison et aurait été baptisée de ses mains. Donc, elle a donné son nom à l'une des plus vénérables églises de Rome, et sa sœur Praxède aussi. Donc, l'église est bénie en 1930 sous la présidence de Monseigneur Tissier, évêque de Châlons. Et l'intérieur est particulièrement lumineux, spacieux, vous voyez, avec un souci de lisibilité et de visibilité de l'autel. C'est un très bel ensemble art déco. Je vous invite à aller la découvrir si vous avez l'occasion de passer à Châlons. Les cheminots de la SNCF l'ont entretenue avec soin pendant très longtemps. Et donc, elle est encore en bon état, même s'il y a des besoin de petites réflexions. Donc voilà, elle est invitée à réaliser les 9 lancettes de la chapelle axiale consacrée au Sacré-Cœur, comme vous pouvez le voir au centre et la statue sur l'autel. Donc elle réalise ces 9 lancettes avec Lorrain, donc des lancettes hautes, très étroites, dans lesquelles elle va glisser les personnages, les saints, et réalisant ici un peu la litanie des saints. Donc, vous voyez, c'est
très étroit et sur un fond de triangle. Voilà, le fond de triangle qui est très reconnaissable aux œuvres de Valentine, donc l'écrit des théories de Gino Severini. Donc chaque saint, enfin on reconnaît au centre donc le Sacré-Cœur, le Christ, entouré de la Vierge et de Saint Joseph, et puis Sainte Prudensienne à droite avec ses chairs vertes qui lève la tête, qui regarde vers le Sacré-Cœur, Saint Sarcisius, Sainte Jeanne d'Arc pour finir de ce côté-là, Sainte Anne et la Vierge, Saint Éloi et Sainte Jeanne d'Arc. Sous chaque saint, vous avez une sorte de prédelle dans lesquelles on retrouve une illustration des associations qui ont offert ces vitraux. En fait, chaque vitrail est offert par une association et donc on peut reconnaître et identifier. Voilà, Saint Tarcisius, c'est un don des enfants de Sainte Prudensienne, Sainte Jeanne d'Arc offert par le patronage des jeunes gens, Sainte Prudensienne, l'union des catholiques du personnel des chemins de fer. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, tout cet ensemble est très coloré. C'est elle, en fait, qui va aller dans l'atelier Lorrain pour choisir ses vers avec des accords subtils, comme reconnaîtra Maurice Briand. Et qu'elle reconnaît qu'elle prend des partis pris, qu'elle est ingénieuse et que toujours se révèle le goût et le style de l'artiste original, mais d'une artiste qui connaît le vers, ses ressources, sa logique et ses exigences. Alors, s'ils sont bien accueillis, ces vitraux, parce que, comme on pourra lire dans le Croix de la Marne en 1930, lors de l'inauguration, il donne l'illusion du ciel avec ses figures de Notre Seigneur et des saints, et Monsieur Lorrain donne une idée de l'art moderne. Donc, je trouve que ça s'allie parfaitement avec l'ensemble des édifices. Mais arrivera à... Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai perdu les images. Ouh là là. Là 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 là. Je vais voir si ça revient. Ah. Alors, attendez, ça va peut-être revenir. Ouais, c'est ce que je le disais. D'un coup, on a perdu. J'en profite pour regarder l'heure parce que je pense que ça tourne. Et oui, c'est très très vite. Donc en fait, elle va avoir des soucis avec les vitraux de la nef qui ne seront pas acceptés. Et les vitraux, on laissera les vitraux provisoires. Il y aura tout un débat sur les couleurs. Donc je vais aller un petit peu plus vite. J'étais à Sainte-Prudensienne. Voilà, on était là. Voilà, on était à la suivante. À la suivante de Caen. Voilà, là, c'est ça. Voilà, c'est ça, les vitraux de la nef. C'est difficile de faire des choix dans les présentations parce que il y a une logique, il y a une évolution dans le style et c'est compliqué, mais je vais aller plus vite. Donc, vous voyez les vitraux provisoires, bleus et orangés, qui vont rester, alors que Valentine on lui avait commandé de réaliser 12 vitraux suivant les mois, un par mois, par calendrier. Et donc, seuls seront représentés juillet et juin. Et voilà, les coloris vont être décriés et le projet va s'arrêter là. Donc, elle va avoir aussi une très grande commande à Venduille, dans l'Aisne, une église construite par Jacques Broze, donc sur un plan carré, une église très claire qui est ornée de plus de 50-60 verrières, entre 50 et 60 verrières, vous voyez, qui voit donc le Sacré-Cœur sur le côté sud, la Vierge à droite, et là aussi les archives de la famille conservent les échanges de correspondance vraiment passionnants entre l'abbé d'Herminie et Valentine. Lui aussi va se retrouver maître d'œuvre, chercher de l'argent pour trouver des fonds pour ses verrières,
solliciter énormément ses paroissiens qui vont lui reprocher, bien sûr, d'avoir une vie. Quelle idée d'avoir eu une église avec autant de fenêtres, autant de verrières, et lui s'expliquant qu'en fait le projet avait été passé par la mairie et que personne n'avait réagi à ce moment-là et qu'il se retrouvait aujourd'hui avec ce problème de verrières à résoudre, et donc il sollicitait ses ouailles. Enfin voilà, plein d'anecdotes. Et lui, venant vers Valentine en lui disant, vous savez, je vous remonte les réflexions d'un curé de campagne. Enfin, vraiment, c'est très, très, très passionnant. Alors, une question, quand même un point. Vous voyez, donc, vous retrouvez ces lancettes étroites, ce fond avec les triangles. Et une question s'est posée sur quel atelier va réaliser ces vitraux. Donc, il y a un appel d'offres qui va être fait, une proposition qui va être faite à plusieurs, à Lorrain, à Hébert Stevens et un autre dont le nom m'échappe tout de suite. Et c'est Hébert Stevens qui va se porter garant de réaliser ces vitraux en peu de temps et dans le montant imparti. Et il y a quand même un petit doute sur la participation de Jean Hébert Stevens lui-même, parce que dans un courrier, on retrouve une petite lettre et ce serait plutôt Rue qui devait commencer, je cite le courrier de Hébert Stevens en 1928, Rue qui devait commencer la préparation peinte de vos panneaux, tels que vous nous l'aviez montré. Je suis étonnée qu'il ne l'ait pas faite. Quant à moi, je pensais évidemment, quand j'ai pris ce travail, y collaborer plus étroitement. J'ai eu ensuite l'impression que vous désiriez garder la totale responsabilité de l'exécution. Mon atelier et mon ouvrier sont donc à votre disposition, mais je ne comptais pas devoir rester spécialement à Paris pour une collaboration toute matérielle que Kempt, donc son ouvrier, peut vous apporter aussi bien que moi. Donc vous voyez une Valentine quand même qui prend de la place, qui s'impose et qui met la main à la pâte, mais qui du coup, elle sait ce qu'elle veut. Mais de toute façon, pour arriver à faire ce genre de chantier, il fallait que ce soit une femme de fort tempérament, ça c'est sûr. Donc, elle va conserver toute sa vie durant ces deux cartons à grandeur nature de la Vierge et de Saint-Martin de l'église de Anduil. On les retrouve ici dans une photo prise dans son atelier. Voilà, elle les gardera, elle les présentera très, très régulièrement dans des expositions. Donc, ce qui montre son attachement à cette église et à ces cartons. Donc, je voulais juste signaler aussi qu'elle a travaillé pour l'étranger, à Bogota en Colombie et puis aussi au Japon. Mais ça, malheureusement, on n'a pas d'illustration. C'est perdu pour l'instant. Et donc, on a juste cette photo de cette verrière composée pour Bruxelles, une chapelle de Bruxelles, sans doute Schaerbeek, le centre scolaire Sainte-Marie de la Sagesse. Pour l'instant, les recherches n'ont pas abouti. Et voilà, je voulais vous montrer. C'est au cas où, si quelqu'un avait une idée, elle a l'air très belle. Donc, Valentine va être appelée à participer à l'exposition et à l'église Notre-Dame des Missions pour l'exposition de 1931. Un concours avait été lancé pour les verrières, auquel elle pensait participer. C'était un délai très court et elle a reçu, très peu de temps avant, une lettre l'invitant à réaliser un panneau peint, c'est une toile marouflée, pour l'église des Missions de Paul Tournon. Et donc, elle va renoncer à présenter un projet pour le vitrail. Et donc, c'est Jean Hébert Stevens qui va gagner ce concours. Mais on viendra vers elle pour la réalisation de la partie droite, donc Saint-Joseph, protecteur de l'Église. Elle va collaborer pour la première fois, enfin la deuxième fois, parce qu'elle avait commencé pour le projet de Bogota, avec Marguerite Huret. Donc Marguerite Huret, qu'elle a rencontrée aux ateliers d'art sacré, c'est même elle qui l'avait accueillie à sa première arrivée aux ateliers d'art sacré. Et Valentine a attendu que Marguerite Huret fasse tout son cheminement des 10 ans de compagnonnage aux ateliers d'art sacré pour commencer à travailler avec elle. Et donc là, elles ont vu l'urgence, le temps très réduit pour réaliser cette grande verrière. Elles vont collaborer
Et à la fin du projet, Valentine Reher va remercier Marguerite Huret de s'être si bien rapprochée d'elle, de ses idées. Elle est très satisfaite de la réalisation de cette verrière. Et c'est le début de la collaboration entre ces deux femmes. Donc voilà, on voit Verrières, Marguerite Huret et Valentine Reher ensemble. Donc c'est un style qui est différent, là, qui est à la patine. On va continuer sur les projets parisiens, donc l'église du Saint-Esprit, où les groupements d'art religieux vont être invités à travailler, et l'Arche va avoir une chapelle qui sera en partie dirigée par Valentine Reher. Et elle va recevoir la commande aussi de Dom Bello. J'en parle un peu ici parce que j'ai découvert récemment que vous aviez une église à Troyes qui a été construite par Dom Bello, ce moine bénédictin qui travaillait aussi bien la brique que le béton. Elle est invitée à travailler à l'Immaculée Conception d'Audincourt. Donc il y a 2 églises à Audincourt, et donc là on est sur celle de Dom Bello. Elle devait réaliser les verrières. Une partie seulement sera réalisée par Valentine, dont là une très belle rosace qui représente l'Immaculée Conception, avec la faute d'un côté, le rachat de l'autre, réalisée avec Marguerite Huret, et qui recevra des éloges après. Alors, je voulais juste vous montrer ça, donc aussi pour vous montrer qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en fait, durant ces années 30, les chantiers ont été très nombreux, elle a été très sollicitée comme de nombreux artistes, ceux qui pouvaient répondre aux attentes, et que malheureusement, vu son emploi du temps chargé, elle ne va pas répondre à la sollicitation de l'architecte Pouratier Dutheil, qui lui proposait de réaliser la décoration, les vitraux du petit séminaire de Vorep. Elle est prise par le temps, elle met du temps à réagir, et l'architecte lui proposait un vitrail non figuratif, tout un travail de coloration, et elle va apprendre très vite qu'en fait, le choix s'est porté sur Marguerite Huret. Et si je vous présente, c'est que je trouve, parce qu'à mon sens, c'est dommage pour Valentine. Si elle avait pu accepter cette commande, peut-être qu'elle aurait eu un parcours par la suite un petit peu différent. Mais ça va profiter à Marguerite Huret, qui fera au cours de sa carrière, par exemple, toute la décoration, les vitraux de Saint-Joseph du Havre, et qui ira très nettement vers l'abstraction, le chemin que ne va pas prendre Valentine. Donc, ensuite, s'en suivront des années corses. Elle sera invitée à réaliser tous les vitraux de l'église du Sacré-Cœur d'Ajaccio, pour lesquels elle réalise avec Marguerite Huret toujours des vitraux dans des lancettes, des sujets figuratifs, des saints, et aussi les écussons des grandes villes de Corse. Et c'est là que si on regarde bien dans les articles, je pense à Maurice Briand, par exemple, qui a bien suivi la carrière de Valentine et de Marguerite Huret. C'est là où il va se passer un petit quelque chose pour Valentine, c'est-à-dire que c'est Marguerite Huret qui va prendre un peu le lead, le dessus sur Valentine. C'est-à-dire qu'il va louanger le travail, la touche, la libération, la subtilité des travaux de Marguerite, qui va lui accorder d'ailleurs un crédit dans un article en février 1936. Et voilà comment les choses arrivent dans une carrière d'artiste. Et elle va poursuivre plusieurs projets en Corse. L'église du Sacré-Cœur, où elle fait l'ensemble des fenêtres. Et puis elle a aussi une commande, et c'est peut-être par là qu'elle serait arrivée en Corse. Là, c'est pas très clair. Sur la chapelle privée Polidari, c'est une chapelle dans un cimetière, où elle représente 3 petits vitraux. Il y a aussi à Bastia, mais je n'ai pas encore les photos de Bastia. Et on en arrive à l'exposition ici, donc des vitraux de Notre-Dame. Juste pour dire que son premier projet, elle devait travailler sur Sainte-Clotilde et Saint-Martin, et une rosace qui va être différente. Ensuite, Sainte-Clotilde vont être transformées en
on va lui proposer de travailler sur Sainte-Foy Sainte-Foy et Saint-Martial, pardon, voilà. Et la rosace va changer aussi. Donc on peut voir aussi la famille qui proposait qu'on regarde aussi le reliquaire de Sainte-Foy de Conques, de voir peut-être des similitudes entre Sainte-Foy de Valentine et la statue. Et juste une petite précision, j'ai cherché, je n'ai vu nulle part le nom du maître verrier, enfin du peintre verrier qui aurait collaboré avec Valentine, et Véronique David parle de Marguerite Uré. Voilà, donc ce serait Marguerite Uré qui aurait collaboré avec Valentine. Et là, j'ai dû perdre encore une image. Hop. Donc on en arrive à un des derniers, donc à Sannois, où Valentine va réaliser un ensemble de 10 verrières. Voilà. Désolée. Soit je pense. Donc elle réalise un ensemble de 10 verrières pour l'église de Sannois. Je ne vais pas faire plus facile. D'où cette sainte Thérèse et la rosace de Sannois, d'ailleurs, représentée, figurée sur la rosace de Sannois. Ben la voilà. La voilà. On retrouve la ville de Sannois représentée sous Thérèse. Thérèse de Lisieux, donc qui nous envoie des fleurs. Je serai dans le cœur de l'église, je serai l'amour. Voilà. Donc, réalisé avec Marguerite Uré, là aussi. Les fonds baptismaux, dans des coloris très clairs, plus pastels. Et puis cette très jolie rosace aussi de Sainte Catherine de Sienne, qui aide à bien mourir le jeune Guildo, condamné pour cause politique. Et donc, on les voit devant la ville de Sienne, le bourreau à ses côtés, et les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, représentées dans des petits écoinçons. Donc, Sainte Catherine de Sienne. Et donc, Valentine va participer aussi à l'exposition de vitraux et tapisseries modernes organisée par Jean Hébert Stevens, Valentine, Pauline Penier et le père Couturier. Et elle enverra cette Assomption exécutée par Marguerite Uré, qu'on peut voir aujourd'hui à Hermont dans une salle paroissiale. Donc elle l'exposera avec les artistes modernes. Et ici, je présente un peu le résultat d'un parcours où on voit que malheureusement, ces églises aujourd'hui sont parfois en très mauvais état. C'était des photos que j'ai faites en 2019 ou qu'on m'a transmises. J'ai appris quand même que, par exemple, l'inventaire a été fait à Fontaine-Notre-Dame, donc on peut espérer que les œuvres vont être un peu plus protégées. À Venduil, quand j'ai fait ma visite, il ne restait plus qu'un couple de paroissiens. En fait, voilà, ils étaient 2 à garder la clé de l'église, et des œuvres qui s'abîment, se dégradent. C'est une vraie question de protection du patrimoine. Et pour conclure, je voulais vous dire que donc en 1938, Valentine va écrire un article dans l'Artisan liturgique. Et elle qui était passionnée par l'étude de la somme théologique, elle qui pensait que le dogme et la liturgie suffisaient à guider l'artiste, avec sa carrière, tout son passé et sa pratique. Et elle va écrire un article beaucoup plus conséquent, on va dire, en cette veille de Seconde Guerre mondiale, et donc dans lesquels elle, pour reprendre les mots de Jacques Maritain, qu'elle est souvent écoutée à l'Institut catholique, elle va passer de la théologie de saint Thomas d'Aquin, le grand docteur du savoir communicable, à celui de saint Jean de la Croix, grand docteur de ce suprême savoir incommunicable. Donc elle explique tout cela dans son article. Et quelques mois plus tard, cet article trouve écho dans un article du père Couturier, donc qui va être le grand
rénovateur de l'art sacré de l'après-guerre, dans son article « Ce que l'Église attend du vitrail ». Donc, c'est un ancien compagnon de Valentine Reyre et de Marguerite Huret aux ateliers d'art sacré, qui publie dans la revue L'Art Sacré son article, la revue qu'il co-dirige. Donc, Valentine et le père couturier s'accordent sur de nombreux points, notamment que sur le fait que si le vitrail n'a aucune nécessité cultuelle, il a une double fonction, technique et spirituelle par sa destination. Donc il a un véritable rôle protecteur de la prière, participe au recueillement. Pour eux deux, les architectes et les verriers ont leur part de responsabilité. Mais le vitrail, analogie avec la sainteté pour Valentine, parce qu'il laisse passer la lumière, parce qu'il est soumis à cette lumière, est aussi une voie d'accès à l'invisible, car comme la vue suggère, seul en les églises, comme dans la Jérusalem céleste, est versée la lumière de la révélation, la lumière de vie, Dieu, que l'humanité de Jésus réfracte et décompose en rayons accessibles à nos faibles yeux. Mais tandis que le père couturier conclut en se référant à l'Évangile et au Christ, lumière du monde, Valentine en appelle à l'inaccessible, l'inconcevable, l'invisible pour tout esprit créé, donc à la ténèbre rayonnante de la théologie négative ou la théologie mystique du pseudo-Denis et au cantique spirituel de Saint Jean de la Croix. Elle termine donc la rédaction de son article par ces mots : « L'âme chrétienne est en droit de chercher et grâce aux vitraux doit pouvoir trouver au sein de la ténèbre rayonnante. La nuit pleine de repos, ça c'est Saint Jean de la Croix, quand perce la blancheur de l'aurore, le concert silencieux, la solitude retentissante, le banquet qui repose et fait grandir l'amour. » Et elle termine en disant « Le cantique du vitrail est lui aussi un cantique spirituel. » Donc sa vision, plus poétique, plus mystique, replace au centre un Dieu difficilement perceptible et compréhensible, qui correspondra malheureusement davantage à cette époque troublée d'avant-guerre. La guerre viendra interrompre les commandes de la chapelle bretonne de Coatendoc et des 2 vitraux de la chapelle de l'Institut du Sacré-Cœur de Thonon. Ces commandes ne seront pas réalisées et ce seront les dernières commandes qu'elle recevra. Valentine, qui a abandonné toutes ses activités artistiques au profit d'activités sociales sur sa commune, meurt prématurément le 22 février 1943, peu de temps avant Maurice Denis, Don Bello et Henri Charlier. Plus que d'autres, Valentine a théorisé son art et exprimé une pensée rigoureuse et subtile dans ses écrits. Grâce à son énergie, son enthousiasme et ses talents de peintre, elle s'est imposée dans le vitrail, considéré comme un métier d'homme quand même, il faut bien le voir. Elle a mené seule de grands projets décoratifs, transposant la vie et la foi qu'il habitait dans ses compositions, dans la force de ses lignes et le choix de ses couleurs, qui confèrent à ses œuvres une évidente monumentalité, la plaçant tout naturellement sur un pied d'égalité avec ses pairs. Voilà, et c'est dans ses œuvres, en particulier ses vitraux, qu'elle matérialise avec prédilection sa recherche du beau et l'expression de sa foi. Donc voilà, ainsi s'achèvera la carrière de Valentine. Voilà, je vous remercie. Martine Sotori, merci beaucoup pour cette intervention aussi riche qu'intéressante. Avant que de nous quitter, est-ce que certaines personnes auraient éventuellement des questions, souhaiteraient revenir ? La lumière revient en même temps que la fin. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester en complément du coup de l'intervention de Madame Sotori. Oui. Ah, avant les vitraux du Raincy. Voilà mon mari, voilà. Ah, de Perret. Notre église de Perret, oui. Bon, ça c'est après. C'est après, c'est après. Voilà. Bon. Si vous avez trouvé la référence toute seule, c'est merveilleux. Très bien. Eh bien, oui, tout à fait.
venez de la répondre tout à l'heure. En fait, c'est pour en revenir à l'église du village français à l'exposition de 25. Donc, vous n'avez rien trouvé de mieux par rapport au vitrail, la rosace en façade, n'avez que ça. Pas... D'accord. Bon. Ouais. D'accord. En fait, parce qu'il y a quand même une photo qui existe, qui est visible sur Internet, sur POP, la plateforme ouverte du patrimoine. Moi, je les avais contactés pour un projet de recherche, mais en fait, ils vendent les photos. Donc, si on veut les voir, les étudier en haute résolution, il faut payer plein pot. Donc, pour un projet personnel, c'est un peu compliqué, mais il existe une photo quand même de la rosace complète. Sinon, dans un portfolio, il y a quand même eu, on en voit que on retient la moitié inférieure quand même, mais de près, en gros plan. Donc, si ça vous intéresse, moi, je peux vous l'envoyer. Oui, Oui, c'est vrai que parfois, selon les sites et les documents que l'on trouve, des choses qui peuvent paraître maigres se révèlent en fait être formidables parce que au bout des mois et des années de recherche, c'est un peu ce que l'on trouve, mais c'est formidable aussi que les différentes recherches menées en fonction des projets justement qui s'entrecroisent puissent justement mener à des découvertes visuelles aussi comme celle-ci. Est-ce que, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que nous pouvons en rester là avec Valentine Rehr pour ce soir. Encore merci à tous d'être venus. Merci Martine Sautory pour votre intervention. Toutes nos excuses pour ces quelques petits couacs techniques au début de la conférence. Voilà, pour tout vous dire, nous essayons petit à petit d'investir aussi cette salle qui au départ est surtout une salle de réception, mais que nous aimerions de plus en plus voir habiter le temps de conférence. Donc qui va forcément entraîner un petit temps de rodage. Donc j'en appelle à votre compassion, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour la Cité du Vitrail, je vous donne rendez-vous le 21 novembre avec monsieur Antoine Laurent, justement présent, qui reviendra sur l'étape du projet de Notre-Dame, cette étape spécifique du pavillon de l'exposition internationale de 1937. Donc cette étape où les vitraux, en parallèle des accrochages d'essais dans Notre-Dame, ont été présentés en même temps que bien d'autres œuvres. Le 21 novembre, voilà. Tout est dans la brochure qui, si vous ne l'avez pas prise à l'entrée, je vous invite à la prendre avant de sortir. Eh bien, très bonne soirée à vous tous. Merci.